Bonjour, nous sommes donc chez Somflux à Bagnolet pour un nouveau Manuftour. Merci Alexandre Lacour de nous accueillir et puis on va aller peut-être faire une petite visite. Eh ben, avec plaisir, allons-y. Alors du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de l'usine et on va faire le cycle normal en partant de la matière première pour remonter du coup jusqu'ici, puisque ici en fait on est au niveau expédition, donc c'est là où le produit est fini et part. Donc on va faire une petite marche le long de l'usine pour aller jusqu'à la matière première dans un premier temps. Si on s'arrête là, dans un premier temps, donc on va avoir en fait à gauche tout ce qui est matière première. Donc en gros notre métier ici c'est de partir d'un morceau de plastique massif. Et donc du coup à partir de ce morceau de plastique massif, donc un galet, plaque, jonc en fonction de la forme, on va aller faire de l'usinage dans la masse. Pour une raison particulière, c'est qu'on a des pièces plastiques qui vont être de forte épaisseur, qui sont utilisées notamment pour résister à certains efforts mécaniques. Et donc du coup, en plus de ça, à des sujets de corrosion et d'abrasion. Donc on a besoin d'une épaisseur de plastique suffisamment forte. Donc il faut que ce soit un plastique d'une certaine qualité dans lequel on va pouvoir travailler des usinages et du coup mettre sous contrainte ce plastique-là dans nos produits. Donc on a différentes couleurs en fait qui sont différents grades. Des plastiques qui sont qu'on appelle des polypropylènes, des polyéthylènes, du PVDF. On a des plastiques qui sont chargés en noir de carbone pour des environnements plutôt ATEX notamment, pour des questions de directives et des sites sensibles. Et donc en fonction du besoin client, on va définir quel type de plastique qu'on va utiliser pour répondre à sa contrainte. Sachant que le but, c'est de trouver toujours l'équation technico-économique pour que le produit dure le plus longtemps possible. Les fournisseurs font du sur-mesure pour vous? Alors, il y a certains plastiques qui vont être standards et qu'on peut trouver dans l'industrie, et il y a d'autres plastiques que l'on transforme dans l'usine d'Aix-les-Bains en Savoie, sur lequel là, on part de granulés. Donc, en fait, on peut compounder, on peut prendre n'importe quel compound qui va s'adapter avec notre technologie de transformation plastique. On peut travailler sur la fabrication additive, on fait du transfert compression, donc c'est un mode de transformation plastique, mais au final on est en mesure de pouvoir en effet transformer plus d'une centaine de grades de plastique différents, allant des plastiques très techniques comme du PIC à des plastiques comme du polypropylène qui sont entre guillemets plus simples en tout cas en termes de mise en œuvre. Vous disiez que vous faisiez maintenant des pompes en inox. Quelle est la part dans vos matières premières entre le plastique et le métal? Alors historiquement, Somflux a commencé par des pompes en inox 316 dans les années 70, oui. A commencé à fabriquer des pompes plastiques dans les années 75. Donc 1975, on avait déjà en fait les premières transformations autour du plastique. En 84, on a créé l'activité Aplast qui était à Aix-les-Bains en Savoie. Donc du coup, on s'est lancé entièrement dans le plastique. Et aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on répond à une problématique technique d'un client. Donc il y a des fluides sur lesquels on va faire des pompes inox, mais ceux depuis l'origine de l'entreprise, et d'autres fluides sur lesquels on met justement des thermoplastiques. À 80-90%, on est sur du thermoplastique et à 20% en gros, on va être sur de l'inox, sachant qu'on a aussi certains matériaux qu'on remplace avec du plastique quand il y a par exemple des alliages exotiques qui peuvent être céramiques, qui peuvent être d'autres métallurgies très complexes. Et l'ensemble des productions est du sur-mesure? Alors, il n'y a pas de standard? On a un catalogue, on va dire, de produits qui ont déjà été fabriqués par le passé. Ouais. Et la genèse de l'entreprise a toujours été de développer en fait un produit par rapport à un besoin qui en a à terme donné en fait un catalogue qui est du coup plutôt une grosse base de bibliothèque d'articles et du coup de composants qui font qu'on a des produits considérés comme standards parce qu'on le produit a trouvé le marché. Et par contre, on est toujours resté dans cet ADN de finalement assembler différents composants pour adapter le produit en fonction du besoin client. Donc on a typiquement un produit standard, mais dans lequel toutes les pièces peuvent être dans des matériaux différents pour répondre à une problématique. D'accord. Là, on a toute une partie débit où du coup, là, on va stocker donc pareil de la matière première. Et là, on va principalement faire du débit de jonc ou de barres sur lequel on prépare les débits pour monter dans l'atelier d'usinage. Et on va avoir toute une partie du coup pareil thermoplastique et une partie du coup acier. Et qu'une fois que c'est préparé, du coup on va monter dans l'atelier d'usinage qui est au-dessus pour transformer les pièces. Et comment se passe l'information comment elle est centralisée, organisée grâce à l'ERP justement? En fait là après on a des bons de fabrication qui sont édités au travers de l'ERP. Chaque série de pièces va avoir du coup son bon avec du coup l'intégralité de sa gamme. Quelles sont les dimensions nécessaires en termes de matière, en termes de brut d'usinage.
Et ensuite, on va monter du coup dans l'atelier d'usinage où en effet chaque lot de pièces va avoir à chaque fois son bon de suivi pour que du coup on soit en mesure de savoir finalement où sont chaque composant finalement dans l'atelier et à quelle étape se situe le composant. Vous avez une demande d'un client, Ouais. il a sa pompe pour lui en combien de temps si elle n'est pas standard? Alors si elle n'est pas standard, on est plutôt sur du 8 à 12 semaines, D'accord. voire on peut aller jusqu'à 18 semaines, mais c'est plutôt l'ordre de grandeur. Si c'est des produits qui sont plutôt personnalisés, donc qui partent d'un dérivé standard et sur lequel on va avoir des modifications, aujourd'hui on est plutôt sur du 4 à 8 semaines. D'accord. Si c'est un produit très standard, ou du moins standard, on s'est rapproché des 2 semaines avec un objectif. Alors ça c'est une démarche, ça va faire 2 ans qu'on est dessus, d'avoir un produit standard sorti en gros en moins d'une semaine et d'avoir des produits personnalisés sortis dans les 2 à 3 semaines et la partie ingénierie du coup en gros sur 4 à 5 semaines. Ce qui D'accord. fait qu'on est en train de compresser notamment par tous les enjeux autour du digital toute la chaîne directement aujourd'hui qui est beaucoup plus longue et en fait régulièrement on raccourcit finalement cette production. Donc là on arrive dans l'atelier d'usinage. Alors il est en train d'être modifié de nouveau parce qu'en fait on rentre de nouvelles machines d'ici 2 mois. Ce qui fait que notamment les étagères commencent à être repositionnées différemment. Mais le principe en termes de flux, c'est qu'on a la matière première qui arrive du coup de l'atelier de débit. On va stocker du coup ces débits avec du coup les pièces qui sont derrière. Il y a des ordres de fabrication sur chacune. Et ensuite on vient alimenter l'atelier du coup d'usinage en fonction du coup des géométries et des pièces à fabriquer. Donc là on a en fait toute une partie où on est sur de l'usinage sur commande numérique, alors avec des anciennes techno plutôt 2 axes, tours, numérique, du 5 axes et du multifonction. Donc dans le 5 axes on va avoir du coup la capacité de faire des géométries beaucoup plus complexes et dans une machine de type multifonction, c'est que là on est en mesure de pouvoir faire sur la même machine ce qu'on appelle du fraisage et du tournage. Et donc du coup, on sort par exemple une pièce d'une géométrie complexe en une journée, là où historiquement, on devait passer en fait d'un tour à un centre 3, 4, 5 fois jusqu'à 9 opérations. Ouais. Là, en fait, on n'a qu'une seule machine et on est capable du coup de prendre une pièce, de la retourner et de la sortir en une journée. Et là, c'est vrai qu'avant de rentrer dans le robot et dans la robotisation, quand on fabrique des pièces en petite série, on a surtout ce sujet-là pour nous qui est de dire qu'avant de mettre du robot, on a besoin à la limite d'avoir déjà des machines qui font qu'en termes de flux notamment, on est en mesure de dire je pose la pièce sur une machine, à la fin de la journée elle est sortie, elle est faite. Et je ne gère plus toutes les interactions finalement qu'il peut y avoir entre toutes les machines. Donc quand on passe à 9 interactions, donc 9 changements de machine à une dans la journée, du coup en fait on a gagné énormément en flux, en délai, tout ce qu'on peut gêner. Après la complexité c'est qu'il faut arriver à la piloter, donc la programmer de manière la plus efficiente possible. Et c'est là encore une fois où le digital amène beaucoup puisque du coup on simule avant de mettre sur la machine finalement ce que représente le temps d'usinage et voir si on a la capacité de... L'importance du jumeau numérique, les relations entre études et méthodes. Suivant le terme qu'on en donne, on n'est pas sur ce... Voilà, mais on est sur en tout cas cette capacité à simuler numériquement le temps que la machine va prendre à fabriquer toute la pièce. Donc on voit typiquement l'intégralité des outils, de l'enlèvement matière, du coup sur l'ordinateur et comparer finalement ce temps de réalisation en effet sur la machine. Donc voilà, donc on a toute une partie du coup centre numérique, enfin tour et centre numérique, et de l'autre côté on va avoir du traditionnel, puisque la réalité c'est que comme on continue à faire quand même des pièces qui sont un petit peu à l'unité ou sur mesure, on va avoir la nécessité notamment de continuer d'utiliser des tours traditionnels pour des reprises du coup de pièces unitaires. En termes de série, vous optimisez comment vous faites des petites séries finalement? Une série pour nous, on va dire qu'à partir de 15 pièces, on est déjà sur une série. Donc la problématique en effet, c'est que les grosses séries sur des petites pièces, on est à 50 voire 100 pièces, on est déjà sur de la très grosse série en fait. Donc on est plutôt sur de la petite série et avec un ensemble de composants, et c'est ce qui amène la particularité justement de devoir optimiser toute la partie conception et toute la partie du coup programmation pour faire de la petite série mais en étant compétitif. Donc là sur la droite on a l'exemple de pièces notamment plastiques que l'on peut réaliser.
Donc là, on est sur du polypropylène, et donc on va avoir du PVDF chargé en noir de carbone, où là, du coup, on va avoir vraiment, en fonction des contraintes clients, la possibilité d'adapter le matériau en fonction de sa demande. Et qui sont les clients de Somflux? De manière générale, on va dire que tout industriel qui transfère un fluide potentiellement corrosif ou abrasif peut être client. Ouais. Et donc du coup, on va avoir en effet tous ceux qui sont un petit peu dans l'environnement, donc des Veolia, des Suez, mais des gens comme Eramet, comme Arkema, Solvay. Donc en fait, l'industrie est extrêmement large, qu'elle soit pharmaceutique, environnementale ou qu'elle soit autour de l'hydrométallurgie. Des aquariums, donc tout ce qui touche à l'eau de mer, parce que l'eau de mer est quand même un fluide corrosif. Très corrosif, ouais. Du coup, on se retrouve avec un petit peu toutes ces industries. Et donc là, on est donc de l'autre côté où on a du coup, là on est plutôt sur des technologies bibroche avec embarreur, où là on est censé avoir justement plus de séries. Donc là, on est sur des retournements de pièces et du coup, la capacité à faire fonctionner de manière autonome la machine plus souvent. Mais encore une fois, c'est que là, il faut vraiment certaines grandes séries. Et du coup, la machine rouge qui est derrière est notamment l'une des machines sur lesquelles on va réaliser des géométries les plus complexes avec du coup des pièces à plus forte valeur ajoutée. On a une usine qui transforme le plastique, une usine qui du coup fait l'usinage et donc l'assemblage, donc là où on est, et une autre usine qui est en Vendée, où là c'est plutôt de la mécano-soudure, chaudronnerie, pour la partie pompe à hélice, puisque là l'approche elle est très orientée inox, là où aujourd'hui nous on est beaucoup plus en fait sur de l'usinage autour des thermoplastiques. Donc on faisait notamment historiquement tout l'usinage ici, c'est-à-dire l'usinage à la fois acier, fonderie, inox, thermoplastique. Et le choix a été de se focaliser sur le cœur de métier qui sont les composants plastiques finalement de la machine et de travailler par contre avec des sous-traitants proches sur tout ce qui est fonderie et du coup acier inox. Et de se concentrer sur pour nous là où on peut créer le plus de valeur autour des composants notamment plastiques. Historiquement, le Somflux a été sur Bagnolet et Lila et avait du coup 6 ateliers différents. Et au fur et à mesure, en fait, les ateliers ont été regroupés. Donc en 92, on a installé l'atelier d'usinage. En 2000, on a l'atelier de montage qui va être juste à côté. 2001, on a étendu du coup sur la partie banc d'essai, bureau d'études. Et 2007, le siège social. Et donc du coup, depuis 2007, l'activité pompe Somflux est entièrement sur le même site. Alors c'est près de Paris, il y a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, on arrive dans la partie magasin. Donc toutes les pièces qui sont fabriquées du coup derrière vont être dispatchées finalement dans les différents espaces. Et donc du coup, ça va être l'endroit où on va venir faire toutes les préparations, notamment à la fois des pièces de rechange et à la fois du coup des pompes qui vont être assemblées par la suite. Donc on a un peu l'opération de picking finalement. Et donc du coup, lorsqu'on va faire en fait toutes ces préparations-là, donc on est alors sur des fiches de préparation qui vont contenir du coup toutes les références de toutes les pièces, du coup de tous les composants qu'il est nécessaire du coup d'aller chercher, soit pour les disposer dans des bacs d'assemblage qui vont ensuite passer dans l'étape suivante, soit qui vont directement partir en expédition puisque du coup ce sont des pièces de rechange. Et donc tout est nomenclaturé de manière à trouver les bons composants en fonction des numéros de série en fait, des machines, avec du coup des machines sur lesquelles on va fournir des pièces de rechange même des années 75 ou 80, puisqu'en fait on part d'un principe qu'en gros on n'a aucune obsolescence d'aucun composant, et si le composant on ne le fabrique plus sur cet indice-là, on le fabrique sur l'indice suivant, mais il va en lieu et place du composant précédent. L'export représente 30% du chiffre d'affaires. De 12 millions. De 10 millions. Avec l'activité à plast, elle fait à peu près 2 millions, mais sur l'activité plastique, on est plutôt de l'ordre de 40% à l'export. Et la partie maintenance alors, oui. Dans le chiffre d'affaires, ça représente combien ? Alors ce qu'on a commencé à structurer justement, c'est cette différence entre ce qu'on appelle les projets neufs, donc ça veut dire une nouvelle machine sur une nouvelle usine, et du coup tout ce qui est en fait des machines que l'on remplace, qui sont des machines qui datent d'un certain temps. On est plutôt sur des ratios de l'ordre de 60% sur en fait une récurrence, qui est du coup une récurrence soit de pièces de rechange, soit du coup de machines existantes, voire même des fois 70% et du 30% sur du neuf. Et c'est là où indirectement nous on a notre comparaison par rapport à l'industrie, c'est qu'on se dit de toute façon,
il y a plus d'investissement, beaucoup moins d'investissement que ce qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup moins de nouvelles machines qui sont sur le marché mis en place. Et donc du coup, forcément, il y a une forme de réflexion sur comment on peut s'adapter. Alors sans parler de marché de décroissance, mais il y a quand même une réalité à un moment qui est de dire s'il y a moins d'investissement et il y a moins d'outils de production en France et qu'il y a moins besoin de machines, il faut qu'on se pose la question sur justement l'adaptation qu'on est capable d'en faire. D'où la nécessité de l'économie d'usage. Alors l'économie d'usage, en fait, elle a en effet deux approches. Elle a déjà un côté au niveau environnemental, puisqu'en effet, à partir du moment où si on veut coupler en fait l'usage à quelque chose qui fait sens, il faut que l'usage pour nous soit couplé en fait à la fin de vie du produit, puisque du coup on peut fabriquer le produit, on peut choisir les composants. Si on est capable de le suivre, on est capable d'en gérer ou du moins d'être partie prenante sur sa fin de vie, ça fait sens. Maintenant, il y a en effet toute la complexité finalement de travailler sur un cycle qui est extrêmement transverse et qui dans la théorie paraît entre guillemets conceptuellement très évident, dans la pratique qui est entre guillemets beaucoup plus complexe à réaliser, puisque notamment aujourd'hui toutes les pompes qui sont en réparation passent par des partenaires externes qui du coup font les réparations, sur lesquelles on accompagne sur les expertises, mais pour une raison simple, c'est que ça ne sert à rien de renvoyer une machine qui est à je ne sais pas combien de kilomètres et proche à la limite de l'utilisateur sur une usine qui est extrêmement éloignée pour la réparer et la renvoyer. Donc en même temps, il y a ce sujet de décentraliser aussi et de sortir du modèle économique traditionnel ou historique, ce sujet finalement de garder 100% du produit en interne. Et donc du coup, ça nécessite quand même beaucoup de réflexion sur l'approche. Donc ça veut dire rajouter de la valeur par la digitalisation, notamment la surveillance des machines, pour pouvoir justement réintégrer cette... En fait, l'indicateur final, c'est le coût que ça représente au niveau du client. Et là, aujourd'hui, où ça lui représente beaucoup au client, c'est dans l'énergie, donc du coup, le rendement énergétique de la machine, dans les temps d'arrêt, les coûts de maintenance. Et là, en fait, tous ces sujets-là, c'est des éléments où indirectement, on pourrait amener une vision constructeur en accompagnant dans cette démarche-là sur le bon usage de la machine pour que justement, il y ait une économie sur ces coûts, finalement, qui sont de la perte sèche en termes de production. Donc après, du coup, on arrive dans la partie montage. Donc en fait, sur la partie montage, ensuite, tous les bacs vont passer du coup sur les bancs d'assemblage. On va assembler du coup toutes les machines. Il y a des machines, en gros, on va prendre 30 minutes pour les petites machines et on va prendre 12 heures pour les plus grosses machines. Les plus petites vont peser 5 kg. Les plus grosses vont peser 1 tonne 5. C'est-à-dire qu'au final, les techniciens sur la partie assemblage sont en général hyper polyvalents. Et du coup, ils ont une nécessité en fait de connaître limite un peu tout le fonctionnement de la machine et du coup un petit peu toutes les contraintes en fonction des tailles de produits, des constructions, etc. Donc c'est vrai que ce sont finalement aussi les derniers remparts sur la capacité de dire le produit répond réellement à l'exigence du client, puisqu'il y a tous les contrôles au niveau matière choisie, assemblage et essai qui va aller du coup derrière. Donc là, en fait, une fois que toutes les machines sont assemblées, donc là, c'est typiquement les machines qui ont été assemblées du coup hier et qui n'ont pas été testées du coup hier, où on a du coup 2 machines identiques et donc le reste sont des machines différentes, avec toujours une fonction pompage d'un côté, ce qui est en fait cette partie-là, qui est la fonction en fait pompage. La partie entraînement, du coup, qui est la partie moteur électrique, où là, on travaille avec des fournisseurs sur cette partie-là. Et du coup, après, on met en musique, finalement, à la fois le côté moteur et le côté pompe pour les faire tourner sur les bancs d'essai qui sont derrière. Voilà. Et là, donc, on a l'exemple type, en fait, d'une machine qu'on va tester et mettre en fonctionnement. Donc, on va venir raccorder, finalement, la partie aspiration de la machine. Donc, puisque la machine va aspirer, en fait, le fluide, va le centrifuger et du coup ressortir du coup le liquide à une certaine pression et un certain débit à un certain rendement. Et du coup, c'est l'adéquation des 3 éléments, donc débit, pression, rendement, qui notamment est un peu le contrat de performance finalement sur lequel on s'engage. Par rapport au client. Et les fluides utilisés sont ceux qui seront utilisés par le client. Alors là, ça doit être de l'acide sulfurique concentré. Non, je plaisante. Je vais aller me sauver. Nous, on fait les essais en eau et en fait, on vient, à partir des mesures et des performances d'essais en eau, donner l'équivalence en fluide pour le client. Et donc là, du coup, il y a en effet un sujet de prendre on va dire en compte des tensions de vapeur, des viscosités, des densités, pour que justement on ait la courbe qui soit bonne pour la performance demandée par le client. Quels sont les marchés de chaque marque ?
Alors, les types de clients. Côté Someflux, on va avoir des marchés du coup très industriels autour notamment de la métallurgie, hydrométallurgie. Donc on est plutôt dans la transformation, pas dans l'extraction, mais dans la transformation. On va être aussi beaucoup dans l'environnement, tout ce qui est du coup traitement des eaux, lavage de gaz, où là on fait plutôt de la dépollution. On a une bonne partie de l'activité sur l'eau de mer, donc l'eau de mer plutôt aquarium, mais tout ce qui va toucher même au dessalement d'eau de mer. Donc à partir du moment où on transfère de l'eau de mer et plus à une certaine température. Donc ça c'est pour la partie Someflux. Historiquement il y avait beaucoup de traitements de surface, donc tout ce qui était notamment dans l'électronique et dans des sujets autour du traitement de surface. Côté Chabot, on est plutôt dans tout ce qui est agricole, donc agriculture, drainage, tout ce qui est aquaculture. Et un des gros marchés, c'est l'ostréiculture notamment. Mais là, il y a même beaucoup de projets sur des stations de pompage autonomes, sur des gros débits, puisque là, du coup, on est sur des enjeux de gestion de l'eau finalement, qui sont assez importants et complémentaires à Someflux. La marque Chemical est beaucoup sur la partie fluide corrosif, donc plutôt en effet du traitement de surface ou du transfert d'acide. Et là, c'est hyper vaste sur du coup, le type d'application. Et Aplast est principalement sur l'industrie de pointe, donc plutôt aéronautique, médicale, électronique, militaire, où là, on va transformer du coup, les semi-produits qui, eux, vont en général chez des usineurs qui vont produire la pièce finalement finie. Ouais, d'accord. Donc c'est un panel large qui permet de passer toutes les saisons, entre guillemets, ou toutes les crises. C'est l'un des sujets sur lesquels justement, c'est l'un des sujets du rôle de gestion et prospective, puisqu'en fait on avait une vision très Someflux et du coup très pompe. Et là du coup le rôle justement que prend un peu l'ensemble de l'écosystème, c'est de dire finalement nos métiers c'est usiner, c'est transformer des plastiques, c'est faire de l'ingénierie sur du coup du domaine fluide, mécafluide. Faire de la chaudronnerie, du coup inox, acier. Et c'est vrai que quand on prend finalement l'ensemble de ces métiers-là, aujourd'hui on se disait il y a un produit, c'est limite monocanal en termes de production. Et puis finalement là on est en train de se dire pour se confronter finalement à toutes les technologies, à tout ce qui est en train d'évoluer, essayons de travailler sur le fait de morceler peut-être une approche que l'on avait très intégrée. Et donc en fait on a une diversification qui est possible, alors qui demande du coup un changement. C'est important en termes d'organisation, d'investissement, de priorité, qui nous laisse encore beaucoup de réflexion. Ok. On utilise aussi l'outil de peinture puisqu'on va notamment peindre pour résister à des ambiances corrosives. Donc du coup avec une certaine épaisseur, certains types de peinture, certaines couleurs pour identifier sur les sites industriels la fonction de différentes machines. Et donc en effet, on a la capacité de pouvoir du coup faire la couleur que l'on veut et du coup en interne. Merci de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli le Manuf Tour. Merci François-Xavier, au plaisir.